Merci vraiment d'avoir répondu présente à mon invitation. Je vous laisse, si vous voulez, présenter qui vous êtes, l'association, histoire que on sache à qui on parle. Moi, je vais commencer. Donc, je m'appelle Cathy. Je fais partie de l'association Codeur LPC 31 qui se trouve sur Toulouse. Et puis, je vais laisser mes collègues peut-être donner leur prénom, chacune leur tour. Oui. Donc moi, c'est Cyrielle Berger. Voilà, je fais partie de l'association Codeur LPC 31 depuis 2017 maintenant. Là. Merci. Moi, c'est Inès, je fais partie de l'association depuis septembre 2024. Ok, merci. Moi, c'est Cécile, je fais partie de l'association depuis septembre 2015. Ok, Moi, c'est Marie-Léa et je fais partie de l'association depuis septembre 2021. Et moi, c'est Aurélie, je fais partie de l'association depuis, alors j'aurais dit septembre 2021, donc Maria, je pense Ah, que ben c'est... peut-être 2020 alors. Voilà. d'accord, mais merci à toutes en tout cas. Donc, Codeur 31, vous intervenez sur quel secteur, parce que les gens peut-être connaissent pas, quel est le 31, vous êtes où? 31, c'est la Haute-Garonne. Donc, en fait, on est domicilié sur Toulouse. L'association est domiciliée sur Toulouse, mais on intervient sur plein de départements limitrophes. Alors, en ce qui me concerne, j'interviens sur la Haute-Garonne et sur l'Ariège, sur le 09. Mes collègues vont aussi peut-être dire partout où elles interviennent. Moi, j'interviens à côté d'Agen. Oui, Moi, moi du coup, dans je les fais... Hautes-Pyrénées. Ah, pardon. Ça va. Non, oui. Moi, je suis plutôt du coup Haute-Garonne uniquement cette année. Mais ça change chaque année. Aurélie, Ah, bah, du coup, ouais, moi, j'interviens sur les Hautes-Pyrénées. Un vaste secteur, d'accord? Ouais, Cécile? moi, j'interviens dans le Lot. Je peux intervenir aussi dans le Tarn-et-Garonne et dans l'Aveyron. Mais cette année, j'ai que le Lot. Mais les autres années, je suis intervenue dans l'Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne aussi. Ok. Et Marilia? Et moi, cette année, c'est que la Haute-Garonne aussi. Mais ça change parfois. Et donc, c'est quand même un sacré secteur. Très bien. Donc, vous toutes, au niveau de votre formation, vous êtes team Lyon ou team Paris? Et en quelle année vous avez passé le diplôme? Déjà, est-ce que vous l'avez toutes, le diplôme? Est-ce que c'est nécessaire pour travailler à Codeur 31 d'avoir le diplôme de la licence codeur? alors moi, je prends la parole parce que je suis la doyenne. Euh, Moi, ce métier de codeuse, c'est une reconversion. En fait, j'ai obtenu mon certificat de codeuse LPC en 2005. La Oui. licence n'existait pas encore. Donc, j'ai mon certificat que j'ai passé à Paris. Et en fait, j'étais déjà codeuse depuis 2003 au sein de l'URAPEDA Midi-Pyrénées. Et je suis restée dans cette structure jusqu'en 2007, date à laquelle l'URAPEDA Midi-Pyrénées a déposé le bilan. Donc, moi, j'ai un certificat de codeur. D'accord. Le précieux. Oui, le précieux, le dernier. Moi, du coup, je suis Team Paris. J'ai obtenu du coup mon diplôme en 2016. Ok. Voilà. Et j'ai fait ensuite un an au CRESN, en région parisienne. Voilà, à Noisy-le-Grand plus précisément. Et l'année d'après, je suis venue à Toulouse. D'accord. Moi, je suis Team Paris aussi. J'ai eu mon diplôme en 2015 et j'ai enchaîné direct à travailler dans l'association Codeur LPC 31. D'accord. Donc moi, j'ai passé mon diplôme à Lyon. Je l'ai eu en 2020, donc année du Covid, et j'ai commencé directement dans l'association aussi. Moi, j'ai eu mon diplôme en 2023 et je l'ai passé à Lyon. Et suite à ça, j'ai fait une année à l'INGS de Bordeaux et après, je suis rentrée dans l'association. Ok, merci. Et Et Aurélie? moi, je suis Team Paris et du coup, j'ai fait mon stage donc, de la licence avec l'association Codar EPC 31 et j'ai intégré l'équipe dès la rentrée de septembre. Voilà. Ok, super.
Donc un peu de partout. Et justement, donc l'association, vous pouvez m'en dire plus parce que c'est assez particulier comment fonctionne Codeur 31. Donc j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. C'est un regroupement de codeuses. Vous avez pas une équipe pluridisciplinaire autour de vous. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, cette association, elle a été créée en 2008 par des professionnels de la surdité et puis par des parents d'enfants sourds. Et l'objectif, c'était la promotion de la LPC via la diffusion d'infos et la formation des proches d'enfants sourds. Mais Codeur LPC 31 ne souhaitait pas devenir un service. Donc ne souhaitait pas embaucher des codeuses. Cette association, ce qu'elle voulait, c'était quand même faciliter le travail des codeuses. Je dis codeuses parce qu'on n'a pas Mhm. trop de garçons codeurs, hein. Donc, faciliter le travail des codeuses dans les établissements scolaires. Du coup, c'est Codeur LPC 31 qui va signer les différentes conventions, qui va permettre aux codeuses d'intervenir en milieu scolaire, par exemple. Ça pourrait être Mhm. aussi en milieu professionnel, hein. Euh, et du coup, les codeuses, depuis le début, depuis 2008, elles sont embauchées par les parents et sont payées en chèque emploi-service. L'association peut éventuellement embaucher des codeuses pour des missions très particulières, mais on ne fait quand même pas. Enfin, voilà, Codeur LPC 31 n'a pas de salariés. Les codeuses, elles font partie du conseil d'administration de l'association. Elles sont impliquées dans la plupart des projets, comme les autres membres du CA ou comme d'autres membres de l'association. C'est Codeur LPC 31 qui finance et qui organise les différentes manifestations. Ça peut être des initiations, mais ça peut être des sorties. Et puis l'association collabore avec d'autres structures, comme la LPC, l'ANCO, les licences Mhm. aussi, et puis d'autres associations plus toulousaines, plus locales, par exemple les Citoyens du Ciel. C'est une association aussi qui travaille avec des enfants handicapés et on est pas mal liés avec eux. Voilà. Alors, ça a été quand même un beau succès puisque Codeur LPC 31 a commencé en 2008 avec une vingtaine de familles adhérentes, dont les codeuses. Et on termine, depuis quelques années, on tourne autour de 80 à 90 familles adhérentes. 80 à 90 familles, ah oui, c'est Oui, énorme. Et, euh, oui. et du coup, dans le conseil d'administration, on va retrouver donc des codeuses et les parents, c'est ça? Et Des les- parents et des adultes sourds aussi. Ah, super. Voilà, pas que des parents d'enfants sourds. On a aussi deux adultes sourds qui font partie de notre assoce. Ils sont des élèves qui ont grandi ou pas nécessairement Alors, un élève qui a grandi, voilà. Et puis, non, non, une autre administratrice qui, voilà, qu'on a connue adulte sourde. Ok, c'est incroyable. C'est vraiment, enfin, moi, je trouve incroyable le fonctionnement de Codeur 31 avec de l'énergie et de la motivation. Voilà, moi, c'est vrai que c'est la seule. Vous savez s'il y a des associations comme vous qui existent ailleurs? Ben, j'ai l'impression que vous êtes dans ce cadre-là. Moi, je connais des services, des établissements, mais le côté. Alors, on ne connaît pas super bien, mais il y a peut-être que l'association, alors je ne sais plus si c'est Chloé, le nom, Mhm. dans le Ah, centre de la France, peut-être qui doit fonctionner plus ou moins comme nous. Voilà, qui ont démarré assez récemment, mais il me semble que c'est un peu le même fonctionnement. ah, Mais d'accord. pas du tout la même importance, non. C'est assez ben, très bien, mais ça c'est très intéressant. Donc chaque codeuse est employée par certaines familles et vous tournez peut-être en fonction des années. Vous n'êtes pas avec une même famille pendant toute la scolarité de l'enfant. Après vous. Non, c'est très Mhm. rare. Non, non, on tourne. Ok, super. Bah ça c'est le type comme quoi c'est possible des fois avec les étudiants c'est un peu ah ben s'il n'y a pas d'établissement dans tel secteur on peut rien faire. Bah non, on peut réussir. Vous êtes la preuve concrète Mm, qu'on peut réussir à implanter, surtout que Toulouse, on pourrait mm. dire bah Toulouse c'est la langue des signes. La langue. Il n'y a pas de code. Mhm. Mais c'était voilà, c'était la raison là, pour laquelle nous avions créé cette association. C'est justement pour promouvoir le français aussi, Mhm. hein, chez les sourds. Bah oui Et parce que surtout ou dans un milieu très LSF, très, très, très LSF à Toulouse. Ouais.
parce que ben, voilà, les élèves sourds avec des parcours oralisants, évidemment qu'il y en a aussi à Toulouse. Ben, en tout cas, un super succès. Moi, j'aime bien cette question, c'est est-ce que vous avez une anecdote ou une situation dans votre pratique dont vous aimeriez parler? C'est vrai que ça, j'aime bien ensuite faire écouter aux nouveaux étudiants de, voilà, dans le métier, est-ce que vous avez quelque chose comme ça que vous aimeriez partager avec nous sur la pratique du métier? Je crois que Cathy, Ariel? tu m'as dit. On va commencer, parce que moi, ça va être peut-être plus. Ouais. Alors moi, c'était pas vrai, enfin, c'est une anecdote, mais qui n'est pas forcément très drôle, donc je voulais pas forcément commencer avec ça. C'est juste que du coup, en tant que codeuse, on utilise souvent énormément notre voiture. Voilà, et puis il y a certains... Alors, c'était pas à Toulouse, du coup, moi, c'était en région parisienne, pour le coup. Et il est vrai que j'avais garé ma voiture devant l'établissement. Ouais. Et je me suis retrouvée avec une voiture en kit quand je suis En ressortie, en kit? complètement démontée. Mais Voilà. pas. Des pièces avaient été volées sur Les gens le s'étaient permis. servis comme un drive, quoi. Ok. Oh, Donc voilà, c'était pas l'anecdote la plus j'ai jamais rigolote, entendu une mais anecdote comme ça, c'est incroyable. Ok. bah, du coup, après, pour aller dans les autres établissements, c'était un peu plus compliqué. Ah ben quand il manque des parties ah ben, pour rouler, c'est sûr, quand il reste que En les. trottinette, ça fait loin. Ah ben flûte. Ah ben oui, Voilà. ça peut en effet. Parce que vous utilisez toutes vos voitures personnelles, c'est Oui. ça? Et l'association, j'imagine, rembourse en frais kilométriques, non? Ça, Non, Elle n'est pas la seule. ah, Voilà. ce n'est pas l'association, du coup, on a des indemnités kilométriques, il est vrai, mais du coup, par les parents. payé directement par les parents. Oui. Et oui, c'est vrai que je connais pas bien le côté, au final, c'est employé par les parents. Les parents vont payer la prestation de code et vont payer aussi les indemnités kilométriques. C'est bon à savoir pour les étudiants qui écouteraient que voilà, ils Mm. payent depuis votre Domicile? Non. depuis Depuis la place du Capitole. l'assaut. Deux. Non, depuis la place du Capitole, le centre de Toulouse, comme Ok. ça. Ça dépend. Après, pour les autres départements, enfin, parce que les codeuses qui sont domiciliées à Toulouse facturent depuis Place du Capitole Toulouse. Mais moi, par exemple, qui suis dans le Lot, on a désigné un lieu, euh, la préfecture ou la sous-préfecture du département pour facturer depuis cet endroit-là. Ok, super. Mais c'est jamais depuis notre domicile. Et oui, logique, logique, logique. Est-ce que d'autres, vous avez des petites anecdotes comme ça du métier, des voitures en kit, des choses comme ça? Ah, Marie-Léa, tu veux dire, je sais pas? Non? Oui, ben c'est vrai que comme on a quand même un lien particulier avec les familles, moi j'ai plusieurs fois été en charge de jeunes pendant les week-ends de l'association sans leurs parents. Donc c'est moi qui les gérais parce que les parents ne pouvaient pas venir et les jeunes avaient quand même bien envie de venir. Et Ah ouais. donc plusieurs fois, voilà, j'ai été babysitter. Animatrice, ouais, vous avez quand même Voilà. elle est assez incroyable cette asso en termes d'investissement que les codeuses peuvent mettre, c'est vraiment génial. D'accord. Et sinon, une journée ordinaire chez vous de prise en charge, qu'est-ce que ça donne? Bon, en fait, chez nous, rien n'est vraiment ordinaire. Je me doute. On n'a pas de journée type à proprement parler. Alors, chaque codeuse suit environ une dizaine d'enfants, Ouais. de la maternelle, généralement de la maternelle au lycée, du coup. Et en plus, nous avons des demandes ponctuelles d'adultes, comme disait Cathy. Voilà, donc ça peut être des étudiants, mais ça peut être également des rendez-vous professionnels, mais également personnels. Ça Mm. nous est Ah, plusieurs fois. Voilà, qu'on nous demande de venir sur des temps bien spécifiques. Donc, du coup, on fait nos plannings fin septembre en fonction des besoins des enfants, des emplois du temps et des trajets surtout. On se dispatche les projets entre nous. mhm. Et donc, du coup, on va souvent dans la même journée, on peut être amené à, par exemple, être en maternelle pendant 1 heure, aller ensuite au lycée en terminale pendant 2 heures, on retourne en maternelle dans un autre établissement, et ensuite on peut finir en primaire. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, très varié. On fait énormément de trajets. Alors parfois, il y a des codeuses qui sont amenées à rester toute une journée sur le même établissement.
D'accord. Notamment quand il y a plus d'1 heure et demie de route, 2 heures de route. Il est bien évidemment Hmm. pas possible de faire autrement, notamment quand il n'y a pas d'autres établissements avec Autour. d'autres élèves sourds autour. Voilà. Et donc, du coup, ça change assez régulièrement. Donc, il faut aussi savoir s'adapter. Parce que passer de la maternelle au lycée en une demi-heure, bah voilà, il faut arriver à s'adapter. C'est un rythme qui est très, très soutenu. C'est une course contre la montre parfois parce que nos trajets sont vraiment Limité. calculés au millimètre pour essayer de faire, voilà, de ne pas faire de saupoudrage et proposer vraiment le nombre d'heures dont ont besoin les enfants. Mhm. Voilà. Et les temps de trajet sont aussi du temps de travail parce qu'on va être amené à téléphoner aux autres codeuses afin Dans de le faire un respect du code de la point. route. Non, on est en Bluetooth, on a le droit. Ok. Pour faire un point sur les enfants, appeler les différents intervenants, Mhm. voilà, et même les parents des élèves. Et ensuite, une fois que notre journée de classe, entre guillemets, est terminée, on a tout le versant administratif à faire. Donc, administratif personnel, que ce soit pour les factures, les déclarations. Et ensuite, on a les préparations d'ateliers, comme Mhm. de décodage, hein, comme toutes les codeuses. Et on a aussi tous les bilans à faire en fin de période ou lorsqu'une ESS se présente. Voilà, donc c'est vraiment intense, mais c'est aussi très varié. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On voit énormément d'enfants au profil différents, d'âges différents, profils différents. On rencontre beaucoup d'enseignants. Voilà, c'est très chouette. Et justement, donc là, je m'adresse à toutes. Est-ce que vous voyez l'évolution du métier depuis le terrain? Est-ce que vous voyez des choses, des évolutions peut-être de public, d'enfants sourds? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez constatées sur le métier qui évolue, sur le public qui évolue? Alors oui, en effet, on constate plusieurs évolutions. La principale, c'est qu'on est de moins en moins amené à être simplement codeuse-transmetteuse parce que il y a eu des gros progrès dans les appareillages. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appareillées ou implantées et qui vont être moins en demande d'un code intégral. Ouais. Et on se dirige de plus en plus vers un accompagnement précoce en fait de l'apprentissage de la langue. Ce d'autant qu'avec les IA, même si c'est perfectible et pas toujours très fiable, il y a aussi la possibilité d'avoir accès plus facilement au discours oral. Donc là, vraiment, on est de plus en plus amené euh, voilà, à travailler sur euh, l'accompagnement des parents et l'accompagnement de l'apprentissage du langage oral chez les plus petits. Ce qu'on constate aussi, c'est que plus le code est proposé tôt, plus l'enfant va être performant et va devenir un locuteur euh, compétent et d'acquérir ces compétences tôt, ça va lui permettre ensuite de se consacrer aux autres apprentissages sans avoir de lacunes et de devenir rapidement autonome et d'envisager une vie d'adulte sans limite finalement. Mhm. On constate aussi qu'on accompagne de plus en plus les élèves sourds en langue étrangère, beaucoup, beaucoup en anglais. Et puis, on est aussi confronté, mais je pense que ça, voilà, c'est le cas pour toutes les personnes qui travaillent avec des enfants en classe, à des profils différents avec de plus en plus de troubles associés. Donc, ça nécessite une grande adaptabilité. Parfois, ça nous arrive d'être démunis et c'est vrai que dans des moments comme ça, on apprécie de pouvoir avoir le soutien des autres professionnels, justement. C'est Mhm. pour ça que c'est important de communiquer avec eux. C'est pas toujours possible, mais voilà, effectivement, quand c'est possible, c'est un vrai plus pour nous. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'être mieux formé justement à tous ces profils spécifiques parce qu'on en croise de plus en plus. D'accord, et avec des missions qui seront plus aussi de l'accompagnement pédagogique, enfin de l'accompagnement XXL, quoi. Oui, mais ça, c'est ce qu'on réfléchit, nous, hein, sur la licence de Paris, justement, à voir dans ces missions d'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans la formation et dans la formation continue pour justement aider à accueillir ces publics qui vont être de plus en plus nombreux dans l'école ordinaire, c'est sûr, hein.
Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. On en est bien conscient. Et du coup, au niveau des missions, là, sur votre incroyable motivation, et enfin voilà, moi, je suis vraiment émerveillée de toutes les choses en plus que vous faites au niveau du Codeur 31. J'ai entendu parler là de partenariats avec les CAMS. Je n'y arriverai jamais parce que personne ne le prononce pareil en France. Et au niveau des actions spécifiques, voilà, vers les partenaires, les familles, qu'est-ce que vous faites en plus de toutes ces prises en charge qui sont déjà très chronophages? Du coup, à qui vous parlez en Ouais. dehors, voilà, de tout ça? Bah Des- alors c'est vrai que dans ces domaines-là, on va être surtout centré, enfin, on va travailler en termes d'association et non en tant que codeuse spécifique, c'est-à-dire qu'on va s'allier avec le conseil d'administration et les autres adhérents de l'association, donc les parents ou les adultes sourds pour aller voir différentes structures. Alors c'est vrai que nous, dans notre métier, comme l'a dit Marie-Léa ou les autres, on est souvent amené à beaucoup échanger avec les professionnels, donc avec les CESAD, les CAMS, voilà, ou tout autre centre de soins qui peut accueillir les enfants qu'on accompagne. Et souvent, on est invité dans les synthèses, les trucs comme ça pour pouvoir échanger avec eux. Et on va être amené à beaucoup échanger tout au long de l'année avec les professionnels des différents services. Après, au niveau de l'association, on va organiser enfin, plusieurs actions pour promouvoir la LPC, pour renforcer le partenariat avec les professionnels. Donc, par exemple, on va aller voir les hôpitaux. Donc, ici, sur Toulouse, l'hôpital principal qui accompagne les enfants au niveau implant, appareillage, etc., c'est l'hôpital Purpan. Et on a un très bon partenariat avec eux. On va régulièrement les rencontrer, faire une réunion, rappeler ce que c'est que la LPC, à quoi elle sert, dans quel but, etc. Surtout si on sait qu'il y a des nouveaux ORL ou des nouveaux médecins qui arrivent. Et là, on y va avec, souvent, il y a une ou deux codeuses, un ou deux parents qui viennent témoigner, etc., également, Ah, avec super. possiblement des, des grands, ça peut être aussi des grands sourds, hein, des adultes sourds qui viennent parler de leur expérience. On va aussi faire ce genre d'action dans les MDPH, parce que comme c'est les MDPH qui délivrent les aides, les Mm, allocations aux familles bien pour sûr. pouvoir employer des codeuses derrière, régulièrement, on va aller les voir dans tous les départements aux alentours de la Haute-Garonne et dans la Haute-Garonne pour voilà, refaire un point, rappeler à quoi sert un codeur en classe, pourquoi on est là, pourquoi les parents font la démarche de venir vers nous, etc. On a aussi un lien très fort avec l'éducation nationale. Forcément, on signe une convention pour pouvoir intervenir en classe. Donc, Mhm. pareil, on peut être amené à leur rappeler notre rôle, à expliquer ce que c'est que la LPC, parce que ça reste quand même très peu connu. Après, au niveau de l'association, on va aussi faire des actions de promotion de la LPC, mais aussi dans le but de récolter des fonds pour l'association, pour pouvoir organiser des sorties sur les week-ends ou pendant les vacances avec les enfants. Donc, on peut participer à des forums dans des sociétés privées. Là, récemment, on a été appelé par une autre association pour organiser un loto. Donc là, pareil, à chaque fois, on va présenter la LPC, notre association, à quoi on sert, et surtout pourquoi il est important voilà, qu'on soit là pour accompagner les jeunes. On organise 2 fois par an des formations pour des initiations à la LPC pour former les familles voilà, ou même des adultes. Enfin, ça peut arriver. Euh, et on va derrière apporter un soutien aux familles sur l'administratif. On peut être amené à construire avec eux leur premier dossier MDPH, voilà, les guider et les accompagner dans toutes les démarches administratives qui peuvent être parfois très lourdes pour les familles. Oui. Voilà, et après, tout au long de la scolarité de l'enfant, nous, en tant que codeuse spécifiquement, on va participer aux ESS, aux rencontres avec les parents. On peut être amené aussi à faire des réunions qu'avec les enseignants et les professionnels. Enfin, voilà, on va participer à tout ça. On est vraiment multitâche et on intervient dans beaucoup, beaucoup de domaines dans le but, parfois que dans notre rôle de codeuse pour le côté professionnel, mais Mm. aussi avec les parents pour expliquer voilà, à quoi on sert et qu'il n'y a pas que la langue des signes, etc. Enfin, on fait de la promotion C'est dans ce but-là.
C'est incroyable toutes ces missions. Et justement, vous qui avez créé l'asso et développé la LFPC, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour des codeuses à travers la France là, qui essayent de rendre la LFPC plus visible auprès des partenaires, auprès des familles, pour pouvoir travailler avec des élèves sourds? Qu'est-ce que vous diriez On va reprendre des éléments que vient de donner Cécile. Effectivement, une des forces, c'est d'organiser des rendez-vous avec des professionnels, donc par exemple dans les hôpitaux, comme vient de le dire Cécile, pardon, et de promouvoir le LPC qui reste encore très méconnu, même par les professionnels de la santé. Mm, mm. Voilà, sur les services pédiatriques, services ORL, etc. Et afin qu'ils puissent en informer les parents donc, qui ont découvert la surdité de leur enfant. Ça, je crois qu'il faut faire des démarches auprès de ces professionnels-là. Après, il ne faut pas non plus hésiter à rencontrer d'autres codeuses, codeurs, et, et s'imprégner des idées qu'ils peuvent avoir eues eux, sur leur territoire. Il faut essayer de s'organiser en association aussi. Voilà, là, c'est une force de Codeur LPC 31, c'est de pouvoir rayonner sur tous les départements autour de Toulouse et de travailler tout en collaboration. Et donc voilà, même sur des territoires un peu isolés, et s'il y a une codeuse pas très très loin dans la même région, il ne faut pas Mm. hésiter voilà, à regrouper ses forces pour promouvoir le LPC. Même si voilà, on a conscience que ça demande un gros investissement personnel de la part des codeuses de faire ce travail-là. Après, ben, le stage d'été de la LPC, pour Ouais. nous, on essaie d'en parler régulièrement aux familles, voilà, qui sont parfois un peu réticentes au début, et puis finalement, après, et c'est pareil pour les codeuses, en fait, d'aller se faire connaître auprès des familles sur les stages d'été de la LPC. Et donc, ces familles-là qui peuvent après devenir un appui, un soutien sur le territoire. Voilà, après, comme je le disais, ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça. Voilà, il faut savoir se battre et ne pas hésiter voilà, à initier des choses. Donc voilà, Cécile a dit un peu tout ce qu'on a mis en place sur le 31. Ça peut donner certainement des idées à d'autres. Après, on a conscience que selon les territoires, c'est pas toujours évident à mettre en place. Voilà, et donc à Toulouse, on organise des conférences Ah. tous les 2 ans. Mhm. Donc, avec à destination alors ben, des familles, mais des professionnels. Et on convie les étudiants orthophonistes à venir. Très bonne idée. Ça Mm. permet de faire connaître le LPC auprès de ces personnes-là. Euh, et ensuite, donc, il faut ben, militer pour une reconnaissance plus large de notre métier et ne pas hésiter à mettre des affiches un peu partout dans les lieux où sont susceptibles de se rendre les parents Ouais, d'enfants je sourds. comprends. Mm, mm. Voilà. Et évidemment, les réseaux sociaux qui sont devenus incontournables maintenant. Et oui, oh, vous êtes très présent. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait préconiser. Oui, bah, c'est déjà très bien, mais c'est super. Mais en tout cas, merci beaucoup. Là, il nous reste peu de temps, donc j'avais encore plein d'autres questions, mais c'est vrai que là, je trouve que c'est vraiment top de pouvoir un petit peu dire aux codeuses et futures codeuses, mais voilà, c'est vrai qu'il faut aller pour trouver les parents, il faut aller aussi se saisir de l'équipe qui va pouvoir être en charge de donner des conseils aux parents qui viennent d'avoir des enfants sourds et qui savent pas vers où se diriger. Et je pense que c'est ça qui vous a permis, c'est ça. Vous avez les CAMS, vous avez les orthophonistes, vous avez les ORL. Je pense que ce partenariat du médical, c'est vraiment votre force. Et donc les conférences, donc la prochaine, elle sera quand alors? Si c'est tous les 2 ans, ça tombera quand la prochaine conférence pour vous? 15 novembre, 15 De cette novembre année? 2025 de cette année. D'accord. Voilà. Donc, sur Toulouse, disponible en distanciel aussi ou juste... Alors, jusqu'à présent, on ne l'a jamais rendu disponible en présentiel, en distanciel. Par contre, en général, on la diffuse après sur les réseaux sociaux. Eh ben, Voilà. super, voilà, si certains écoutent, moi j'essaierai de voir si je peux venir jusqu'à vous, Ah parce ben, que c'est vraiment, Plaisir.
C'est vraiment Et chouette. on va envoyer des invitations, bien sûr. Évidemment, on fera passer le message. Ben, merci à vous toutes, franchement, d'avoir pris le temps entre midi et deux, alors que vous travaillez, et moi, je viens vous poser plein de questions. C'était super. Je pense que ça va intéresser beaucoup de professionnels, et pas que les codeurs. C'est important de montrer un petit peu comment fonctionne ce métier, mais en plus, je pense que pour les codeuses et codeurs qui se mettraient à leur compte, qui voudraient dynamiser, j'en ai un qui m'envoie des choses pour dire comment dynamiser. Je sais que j'ai Oran en Guadeloupe qui essaie de recréer quelque chose, et donc c'est grâce à vous sur le terrain que la LFPC fonctionne. Donc un grand merci Et à merci votre d'avoir rendu visible un peu plus encore notre asso.